Sandrine Rousseau, superstar, Jean-Luc Mélenchon, le carton. Manifestement, être woke à gauche, ça marche du tonnerre de Dieu, yeah, bien sûr, en France. Mais la gauche suisse s'y met aussi à la sauce woke de façon piquante, même à Genève, mais pas que. Alors, déboulonner Karl Vogt, encourager les transitions de genre chez les élèves, le dégrappage du bitume et autres actions coup de poing pour le climat est-il devenu un devoir aujourd'hui pour satisfaire son électorat quand on est élu vert ou socialiste? Comment cette nouvelle radicalité se marie-t-elle avec nos institutions démocratiques traditionnelles et surtout avec l'époque? Que fait-elle de l'action sociale et est-ce que ce pari peut être gagnant à moyen terme pour sauver la gauche dans une société qui, paradoxalement, continue de se droitiser de plus en plus? C'est bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Nous recevons Nicolas Walder. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être là. Conseiller national vert, vous siégez notamment dans la commission des affaires étrangères et d'international. Il sera aussi question ce soir, puisque le débat sur les woke est architecture de tout, aujourd'hui ou presque. Il était même présent dans le discours de Vladimir Poutine sur l'annexion des territoires ukrainiens vendredi passé, c'est dire. Et vous-même, vous vous en réclamez du courant woke. Vous l'avez écrit dans une tribune publiée en mai dans Le Courrier. Tout au contraire de vous, Laure Lugon, bienvenue. Bonjour. Merci à vous aussi d'être là. Vous êtes journaliste et éditorialiste fameuse au journal Le Temps. Et comme dirait Coluche, vous avez choisi votre camp, camarade, et ça n'est pas du tout celui du wokisme, ni de la gauche d'ailleurs. Il fallait faire un choix parmi vos innombrables chroniques consacrées au sujet. On en citera deux. La dernière entrecôte des élus verts genevois, datant du 23 mai, et chronique réservée au mâle blanc dominant et à Dieu du 21 janvier. Ça situe bien le cadre. Séverine Grave, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Séverine Grave, vous êtes socialiste, conseillère communale à la ville de Lausanne et vice-présidente du Parti socialiste pour cette même ville de Lausanne. Une socialiste canal woke, on peut dire ça. Féministe, oui. Socialiste, oui. Puis woke, on va en débattre. On va en débattre. Très impliquée, effectivement, dans tout ce qui a trait aux questions féministes, prioritairement. Alexandre de Senarclan, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député PLR à Genève, candidat au Conseil national pour 2023. Vous rejoindrez peut-être Nicolas Walder. Vous êtes un libéral pur jus. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir justement à quoi la liberté politique que vous défendez correspond et où elle se situe dans un monde de plus en plus bipolaire et identitaire sur le plan des valeurs. Et enfin, mon cher Philippe, bienvenue. Bonjour Laetitia. Comme chaque semaine avec nous, c'est le bonheur. Le problème aujourd'hui, c'était de savoir où vous placez, dans le camp de la gauche, dont vous êtes historiquement, ou parmi les anti-cancel, les anti-woke, dont vous êtes aussi. Alors, j'ai fait le choix courageux de vous laisser dans votre famille politique. Débrouillez-vous avec vos amis. On commence tout de suite par une actu récente. Et non, ça n'est pas Karl Vogt. On y viendra, je sais que vous piaffez d'en parler. Il s'agit du dégonflage des pneus de SUV qui frappe en masse Zurich. On voit à l'écran la lettre que l'UDC Michael Frauenriger avait reçue lorsqu'il avait été lui-même victime de ça en avril. Les auteurs de ce dégonflage de pneus se réclament du mouvement The Tire Extinguishers qui était déjà présent en Allemagne et en Grande-Bretagne. Ils en appellent à la lutte contre les SUV qui sont, je cite, une catastrophe pour notre santé, notre sécurité publique et notre climat. Alors, petit test de radicalité et de wokisme. Nicolas Walder, vous soutenez, vous condamnez ce type d'action? Mais déjà, cette action n'a rien à voir avec le wokisme, tel qu'on va en discuter, je l'espère, qui est beaucoup plus lié aux questions liées au genre qu'aux activités de militants écologistes. Mais c'est une action coup de poing, effectivement, qui rentre dans une ces actions coup de poing, mais bien sûr, en tant qu'élu national, je ne peux pas soutenir ces actions coup de poing qui sont illégales. Mais en même temps, je les comprends totalement. C'est lié à l'apathie de nos gouvernements. On est face à une urgence climatique, face à une crise mondiale et une crise qui probablement va avoir des conséquences dramatiques pour ces personnes, particulièrement pour les jeunes générations, parce qu'ils vivront assez longtemps pour vivre ces conséquences. Et finalement, on a des gouvernements qui agissent comme s'ils avaient 50 ans ou un siècle devant eux pour transformer la société. Donc devant cette apathie, il y a un radicalisme qui se crée. Et ce radicalisme n'existe que parce qu'il y a cette apathie. Et un exemple sont les scientifiques qui commettent des actes, certains répréhensibles, pour se faire entendre. On est dans une société où même les scientifiques climatologues, on ne les écoute pas
pour des questions politico-politiciennes. Donc, j'ai toute la compréhension pour ce qu'ils ont fait, je comprends leur démarche. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on arrive encore à vendre des véhicules dont on sait qu'ils mettent en péril jusqu'à l'humanité, mais il se trouve que, effectivement, je ne peux pas soutenir des actions qui sont illégales. Et donc, vous n'aurez pas ma réponse totale sur la question. Ah, s'ils viennent à Genève, ça va être un massacre. Qui parmi nous a des SUV autour de la table? J'ai un SUV et je dois rassurer Nicolas Valder, je suis venue en jet privé aujourd'hui pour éviter une catastrophe. Non, je crois, blague à part, vous dites les gouvernements ne font rien, c'est faux. Les gouvernements font des choses. Le peuple a refusé la loi sur le CO2. Dès qu'on touche en fait à des intérêts personnels et particuliers, tout à coup, quand il s'agit de voter, on voit dans les urnes que c'est un petit peu plus difficile et que souvent ça passe pas. Alors, je comprends parfaitement qu'il y ait des mouvements citoyens, sociétaux qui s'emparent de ces choses-là. Moi, je dis simplement que dans ce genre d'action, où il y a quand même une sorte de violence et une atteinte à la propriété d'autrui, si on veut le voir comme ça, je ne pense pas que ce type d'action amène à convaincre quiconque de laisser son SUV, de ne pas en acheter ou de le brûler sur la place publique. Je pense que je veux dire, toute violence, tout ce type d'action extrêmement dure ne fait que radicaliser les fronts. Et c'est là qu'on va avoir un problème parce que la société est profondément divisée. Alors c'est vrai sur le wokisme, mais c'est vrai aussi sur le climat. C'est pas parce qu'on a une voiture qu'on est climato-sceptique. Il y a des gens dans ce pays qui ne peuvent pas voyager autrement qu'en voiture parce qu'ils habitent dans des vallées profondes et puis pas au centre-ville de Genève. Donc tout le monde n'est pas un bobo urbain. Mais c'est vrai, à part ça, comment est-ce que les Verts sont élus et les socialistes sont élus aussi pour faire appliquer un programme? Ils restent minoritaires dans le système politique suisse. Comment est-ce qu'ils le font appliquer, justement, ça, Philippe? Comment est-ce qu'on peut lutter et être cohérent aussi avec son programme, ses valeurs et les promesses qu'on a faites à son électorat quand on est Vert et socialiste dans un système qui, finalement, nous donne assez peu de voix? Eh bien, il y a une chose qui est très étrange, c'est que si on parle avec les gens, si on fait même des études d'opinion assez savantes, en réalité, les gens qui sont sensibilisés à la cause écologique sont majoritaires d'une façon absolument écrasante. C'est-à-dire que 90% pratiquement des gens, je crois 80 ou 90% des gens, sont convaincus qu'il y a des urgences écologiques, climatiques, etc. Comment se fait-il que le Parti des Verts, qui représente ça, fasse 2% alors qu'ils ont 90% de la population? S'ils ne se posent pas la question politique, c'est-à-dire du talent politique, de la raison politique, de la stratégie politique, ils n'auront jamais ce public qui pourtant serait un public captif pour eux. Ils devraient être élus à 90%. Ils sont dans la NUPES, et la NUPES fait beaucoup plus que... Parce qu'ils s'occupent de genre, ils s'occupent de trucs, d'histoires de cul entre eux, si vous voulez, qui sont sur la place publique, des histoires hallucinantes. Ils s'occupent de choses dont on n'a rien à foutre, ou alors piquées à des régimes totalitaires, parce que voilà. Donc ils se rendent extrêmement antipathiques. Les gens n'ont aucune confiance dans les élus verts, ils ne votent pas pour eux. Ou alors par accident, quand il y avait la crise de la pandémie, parce qu'il y a eu un deuxième tour à 6 mois du premier, donc ils ont eu quelques villes. Mais sinon, les gens n'ont aucune confiance dans les élus verts, alors que leur cause a convaincu tout le monde. Si ils ne réfléchissent pas au différentiel qu'il y a entre les gens qui seraient prêts à voter pour des élus écologistes et ceux qui récoltent comme vote, s'ils ne réfléchissent pas à ça, ils n'y arriveront jamais parce qu'ils ne font pas de politique. Il y a un talent, la politique, ça demande un talent, ça demande des idées universalistes pour mettre tout le monde un peu d'accord, pour avoir recours à la raison, ce qui n'est pas le cas du Parti des Verts qui n'a pas recours à la raison. Par exemple, crever les pneus ou dégonfler des pneus de SUV, c'est juste con. Alexandre de Serre, face à l'urgence, justement, le je voulais climat... réagir justement à ce que vient de dire Nicolas Valder. Le fait qu'ils disent « mais je comprends ». Comprendre veut aussi dire ouais, « en fait, je tolère un peu » ou « j'excuse ». En disant en fait, le politique ne fait rien. Mais je trouve que ce discours est parfaitement inacceptable en Suisse. D'abord parce que le parti Les Verts, contrairement à ce qui se passe en France, est un parti très fort. Il a été renforcé aux dernières élections. Que c'est un parti qui est puissant, qu'on est sensibilisé à la cause environnementale, tous les partis le sont, et qu'en Suisse, par définition, il y a la possibilité de faire des référendums, faire des initiatives, donc d'imposer des thématiques dans la société, dans le débat démocratique. Donc tous les instruments sont là, on n'a pas besoin de recourir à la violence. Et si M. Valder considère, ou les Verts considèrent que ça ne va pas assez vite,
c'est parce que le peuple suisse a peut-être est un peu moins radical sur cette question environnementale, à tort ou à raison, on peut en débattre, ça c'est un autre débat, mais de justifier ou d'avoir de la compréhension pour des actes illégaux, c'est parfaitement inacceptable. Oui, cela dit, ce n'est pas les Verts qui ont introduit ça dans la culture politique suisse, hein, c'est l'UDC quand même qui... D'ailleurs, on a un conseil fédéral... Je ne vais pas défendre l'UDC là-dessus non plus. Ouais, on a entendu moins la droite quand même critiquer Uli Maurer quand il avait des positions très anti-vax, très justement dissidentes par rapport au conseil fédéral. J'ai toujours défendu la science et j'ai toujours critiqué toute personne de tous bords qui... aller contre la politique vaccinale de la Suisse, et c'est une forme de populisme que je n'accepte pas. Justement, Séverine Graf, justement, jusqu'où est-ce qu'on peut aller comme élu pour cautionner? Alors, est-ce qu'on tolère, est-ce qu'on entretient, est-ce qu'on soutient, etc. Ça, c'est une question rhétorique, mais on a vu aussi la ZAD du Mormon, on a vu les histoires, effectivement, de dégrappage du bitume à Genève, il y a eu pas mal, vis-à-vis d'Extinction Rébellion, aussi beaucoup d'élus qui se positionnent comme ça. Jusqu'où est-ce qu'on va quand on est élu et on a une responsabilité politique dans le cautionnement, justement, d'actions qui sont, il faut le dire, hein, toujours pacifiques, qui sont malgré tout illégales aujourd'hui? Moi, je pense que ces actions coup de poing, je partage l'avis de Nicolas Walder là-dessus, elles sont importantes parce qu'elles visibilisent des questions qui sont extrêmement importantes. La frontière, chez moi, elle est très nette. Ces actions, elles sont audibles à partir du moment où elles ne recourent pas à la violence contre les personnes ou contre les biens. Mais moi, je pense quand même qu'il y a une radicalité maintenant des attentes sociales. Pas une radicalisation de la gauche, mais des attentes sociales. Je pense que les gens sont un peu fatigués par des mesures qui parfois sont des mesurettes sur le climat, sur l'égalité sociale, sur l'égalité salariale. Et je pense que quelque part, nous, en tant qu'élus, on est aussi élus par ces gens dont les impatiences, dont les colères parfois sont radicales. Notre travail de politiciens, politiciennes de gauche, c'est aussi de composer avec ces attentes pour faire bouger les choses. Je pense que cette colère, cette impatience, elle est importante et puis elle doit être un moteur. Colère contre les pneus, quoi. C'est quand même un peu... Laure Lugon, justement, Oui. colère. Il faut répondre à un électorat qui attend plus de mesures, plus de poigne, finalement, de la part de ses représentants. Oui, mais alors, comment dirais-je, le problème ici, c'est qu'on est les mesurettes que vous dites, on fait rien, il y a des mesurettes qui sont faites, mais en réalité, ces actions, elles n'amènent rien non plus de concret. Et je ne suis pas sûre, et les attentes, elles sont énormes. Mais il y a ce populisme de gauche aujourd'hui qui était avant l'apanage de la droite radicale. Et la gauche est rentrée sur ce terrain populiste qui, à mon sens, n'amène que des dissensions. Mais on fait quoi dans un système, justement, où effectivement, même quand on amène une loi comme la loi CO2, qui a passé déjà par le filtre de tous les compromis, et qu'elle est en plus refusée par le PLOP, certes, c'est à la majorité, certes, c'est un système, mais qu'on est dans une urgence manifeste, hein, reconnue... Mais là, c'est la faute du peuple. C'est la faute du peuple, mais est-ce qu'on est obligé de subir Est-ce que les décisions de l'ensemble de la population... Déjà, une chose que je ne peux pas entendre, ce n'est pas... Il n'y a rien de nouveau dans ces mouvements. Je veux dire, les combats sociaux, les combats sociétaux ont lieu depuis très longtemps dans la rue. Il y a des gens qui défilent de façon illégale dans la rue parce que les autorités n'ont pas autorisé le défilé. Ça se fait encore pour des gay pride, par exemple, dans certains pays qui ne les autorisent pas. En Suisse, il y a de temps en temps des manifestations dites illégales, des cyclistes qui vont dans la rue, il y a des corps de métier aussi qui défilent, qui n'ont pas l'autorisation d'aller. Ça se fait depuis des décennies. Il n'y a strictement rien de nouveau, et au contraire, hein, en tout cas pour ce qui est du mouvement vert, et des gens les mouvements climatiques, pas le mouvement vers le mouvement climatique. Déjà, ce ne sont pas des gens qui appartiennent au parti, ce ne sont pas des manifestations liées au parti, et ce sont des gens qui généralement le font de manière pacifiste, et en tout cas le font dans l'intérêt général, ce qu'ils pensent être l'intérêt général. Après, on peut en discuter. Mais c'est pour ça que j'ai dit que j'avais de la compréhension pour leur impatience. Je n'ai jamais cautionné les actes, et ce n'est pas à un parti politique de cautionner ou non des actes, mais on peut avoir de la compréhension pour une cause. Et comme, au même titre que s'il y a un mouvement de propriétaires de villas qui ne payeront pas leurs impôts, je pense que le PLR déclarera qu'il a une compréhension pour cet acte. Je ne pense pas, non. Moi, je pense que oui, mais on en rediscutera le cas. Alexandre de Sénarclan. Non, mais on a tous on est tous énervés éventuellement par tel ou tel sujet. Ça ne nous empêche pas de
de rester calme par rapport à la situation et on ne va pas commencer à détruire la propriété d'autrui ou à empêcher, parce que ça c'est une autre problématique essentielle, empêcher la liberté d'expression. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qui s'est passé en avril et en mai à l'Université de Genève, parce que là, ce n'était pas des déprédations contre la propriété privée, mais c'était dans un sens encore pire, c'était contre la liberté d'opinion et la liberté académique à l'Université de Genève, où 2 conférences, en avril et en mai, ont été interdites parce que le sujet ne plaisait pas à un certain nombre de personnes. Et ça, c'est une forme de radicalité qui est très, très grave, parce qu'on atteint le nœud, le corps de l'université qui devrait être défendu par tout le monde. Et je vais vous viser encore, Nicolas Walder, parce que vous avez défendu dans une tribune ce genre d'action. Et ça, c'est grave aussi, parce qu'on vient avec une certaine forme d'autoritarisme et une certaine forme de pensée de moralisante, et ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est acceptable dans cette vision du monde et ce qui ne l'est pas. Alors, on avait fait, autour de cette table, on avait réussi à mettre tous les acteurs, justement, d'une de ces conférences interdites autour de la table du Point pour qu'ils parlent et qu'ils puissent non pas faire la conférence, mais se parler. Cela dit, je vois bien, hein, il faut qu'on parle de l'université et de Karl Vogt. Alors, avant de vous laisser réagir, Nicolas Walder, on va regarder, effectivement, récemment, il y a eu ces conférences interdites, il y a eu un dépôt de plainte qui n'a finalement pas été déposé par l'université envers les manifestants, et récemment, l'université vient de faire reparler d'elle. Ça, c'est le rectorat, parce qu'on parle des actions de la rue ou des actions individuelles, mais il y a les institutions aussi qui amènent ou pas une pensée un peu plus woke. Et le rectorat vient justement de décider de débaptiser un de ces bâtiments. Karl Vogt, c'est un naturaliste accusé d'avoir porté au 19e des thèses sexistes et racistes. L'institution, donc le rectorat, décide de ça. Il est sous tutelle du département, enfin du ministre socialiste. Ça, justement, voilà, je vous laisse réagir à ça, Nicolas Walder. On a peur de quoi, finalement, à l'université ? Pourquoi est-ce qu'on agit de la sorte ? Je ne peux pas parler au nom de l'université, mais il me semble que Yves Flutiger, le recteur, a très bien expliqué comment la décision a été prise. D'accord ? Il a réuni des experts autour de la table. Il a regardé si effectivement ça faisait sens encore par rapport aux valeurs portées par l'université d'avoir un bâtiment qui est nommé au nom d'une personne qui effectivement a un passé trouble, que ce passé, on le considère comme justifié vu l'environnement de l'époque, ou qu'on le considère comme non justifié. L'université a décidé qu'il ne souhaitait pas avoir ce nom porté au nom donné à ce bâtiment. C'est exactement la même chose. Encore, et personne ne va en parler ici, parce que je pense que nos voisins d'en face sont très contents avec ça, mais la Finlande vient de déboulonner, les habitants, la dernière statue de Lénine qui restait encore en Finlande. Ce déboulonnage, ou la façon de changer les codes et les repères d'une société, ça s'appelle l'évolution. Ça se fait partout, et ça se fait, dans certains cas, par des rapports de force. Et effectivement, quand ça va sur des valeurs qui, moi, me plaisent, effectivement, je vais plutôt applaudir. Et quand ça me dérange, je vais plutôt être inquiet. Mais ça s'est toujours fait de la même façon. Et il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Ce sont des associations, des personnes qui sont heurtées par une conférence, qui sont heurtées par la vision d'une statue dans la rue et qui souhaitent ne plus la voir. Parce qu'une statue dans la rue, c'est pas anodin. Une conférence, c'est une statue. Une statue Non, mais une statue dans la rue, c'est pas anodin, c'est la mise en avant de quelqu'un. Et par rapport à la conférence, alors moi, je ne connais pas les détails, mais il y avait une incompréhension, parce qu'effectivement, elle avait été organisée d'une façon où les principales personnes concernées se sont senties exclues de l'organisation de cet événement dans une université. Vous justifiez ça aussi, hein ? Mais je ne le justifie pas. Ils ont les actes qu'ils ont commis, d'ailleurs, l'université a déposé plainte pour ensuite la retirer. Après discussion avec l'association des étudiants, mais ça concerne l'université. Je n'ai pas à juger tous les actes délictueux de la planète. Ce qui se passe à l'université concerne tout le monde. Mais Philippe, c'est vrai que chaque époque a déboulonné ses statuts, quelles qu'elles soient, et chaque époque a eu ses tabous et a revisité aussi son histoire. Dans une certaine mesure. C'est-à-dire que ça dépend, il y a des limites à ça, évidemment. Quand c'est un dictateur dont la statue a été imposée par un régime totalitaire, la génération d'avant, c'est sûr qu'on va la déboulonner, c'est évident. Après, les personnages historiques, des savants
qui ont eu des idées réactionnaires à leur époque, par exemple au début du 19e ou au 18e siècle, on ne va pas leur reprocher ça s'ils ont je ne sais pas comment penser Buffon, ou je ne sais pas, mais enfin bon, on ne va pas déboulonner Buffon parce qu'il n'était pas woke. Si vous voulez, c'est impossible. Ouais. Bon. Je crois que la question, elle n'est pas là. Je crois que l'université, ça doit être un lieu de débat. On est tous d'accord là-dessus. En l'occurrence, sur Karl Vogt, recherche. ils ont discuté, ils ont réuni une commission d'éthique, ils ont discuté pendant 2 ans pour ramener aussi la question de l'université sur un terrain, disons, vaudois que je connais mieux. C'est poser la question de Mussolini et du doctorat honoris causa qui a été octroyé dans les années 30 à Mussolini. Là aussi, on a eu un processus qui était un processus de débat, de réflexion. Pour finir, le doctorat ne lui a pas été retiré. Mais moi, ce que je trouve intéressant, que ce soit pour l'Université de Genève ou pour l'Université de Lausanne, c'est que dans les 2 situations, peut-être que le geste final compte moins que le débat, que les échanges d'idées. Et moi, je salue effectivement le fait que vous ayez pu réunir sur ce même plateau tous les gens qui n'avaient pas pu librement échanger dans le cadre de cette conférence qui a été jugée par les militants transphobes. Laure Lugon, ils ont peur de quoi? Elles ont peur de quoi, ces institutions? Pas peur, hein. Je pense que ces institutions sont quand même sous la pression. Ces courants sont quand même assez fortement vindicatifs. Donc, il y a quand même une pression qui est là, une pression à faire juste, à faire bien. Je doute parce que majoritairement, quand même, la population reste de droite, donc a priori... Ça, je ne sais pas, mais les militants de ces causes-là sont extrêmement, extrêmement forts. Ils sortent dans la rue, on l'a vu pour toutes sortes d'actions, que ce soit le dégrappage ou que ce soit l'université. Quand ils rentrent dans l'université, qu'ils jettent des verres d'eau à la figure du prof en disant « ton livre, c'est de la merde, on ne l'a pas lu », je cite, c'est quand même assez violent. Et surtout, c'est totalement... on n'est plus du tout dans l'universalisme, on n'est plus du tout dans je vais utiliser un gros mot, mais enfin le temple de la pensée, de la réflexion et de la pensée critique. Donc on est en train de perdre le côté pensée critique pour s'occuper de religion, en fait. On a établi qu'il y avait une nouvelle religion. Vous disiez tout à l'heure le passé trouble de tel et tel. Mais tous les passés sont troubles à l'aune de la manière dont on voit aujourd'hui le monde. Sauf que le monde ne démarre pas au XXIe siècle. Il existe, il préexiste. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité Lénine, Mussolini et Karl Vogt. En faisant l'interview du recteur Yves Flukiger, je lui demandais mais quels étaient au fond les horribles états de service de Karl Vogt. Alors certes, sur la question de la hiérarchisation des races, c'était on ne peut plus épouvantable à lire parce que c'est des trucs... Mais même les progressistes pensaient ça. Et même les progressistes pensaient ça. En revanche, ce même recteur me dit c'est quand même lui à qui on doit l'accession des femmes à l'université. Ok, alors maintenant, moi, Laure, je me regarde aujourd'hui et puis je me dis finalement, comment je fais la balance entre l'homme qui a permis l'accession des femmes à l'université, donc ma formation, et puis ce qu'il a pu dire sur les races, qui est absolument inaudible et que, évidemment, je ne cautionne pas, mais enfin, qui était ce qu'on disait à l'époque. Sur les races, sur la évidemment. Forme du front, la physiognomonie, toutes ces du 19e siècle, des gens très à gauche, très humanistes, croyaient ça. Voilà. Aussi. Et on a ces 2 problèmes. On a à la fois, on veut faire abstraction de l'histoire, donc on jette l'anathème sur à peu près tout ce qui préexiste à 2010. Et puis de l'autre côté, on a des étudiants très militants. D'ailleurs, il y avait aussi des non-étudiants dans ces mouvements d'université qui eux, vont demander la censure, en fait. On demande la censure. On peut plus rien dire. Il y a la nouvelle doxa, c'est ça. Et puis vous en écartez, c'est la censure. Et le problème, c'est que ça, c'est une nouvelle religion. On a mis 200 ans à se débarrasser de l'emprise des religions, et voilà qu'on nous en impose une autre. Alors, donc non. Une réaction très très courte, Séverine Graff, parce qu'il va falloir conclure cette première demi-heure très courte. Moi, j'ai l'impression que parce vous dites, Laure, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il existe au sein des universités des comités d'éthique. Moi, j'aimerais pas aussi avoir à trancher sur ces situations qui sont difficiles, mais je pense qu'on peut quand même établir une distinction entre des personnalités qui ont baigné dans un contexte intellectuel qui était celui de leur époque, et puis des gens qui ont construit, défendu, milité pour des thèses racistes. Moi, je verrais là une petite nuance quand même. C'est pas qu'une nuance, vous avez alors, raison.
Ça sera la conclusion sur cette thématique très chaude de l'actualité de la débaptisation de Karl Vogt. C'est le moment de rendre l'antenne. Vous pourrez retrouver dès à présent et en intégralité l'émission sur notre site de L'Aimant Bleu, l'aimantbleu.ch, rubrique émission Le Point. À très vite. Le point consacré aujourd'hui à la gauche qui se radicalise en Suisse, la gauche de plus en plus woke. Pourquoi et avec quelles conséquences? Une tendance qui ne va pas sans provoquer des tensions, mais qui est propre aussi à la société. On a vu effectivement avec l'université, on le voit même dans le domaine des avocats, que le wokisme gagne du terrain. Pourtant, tu sais s'il y a un milieu conservateur de vieux mâles blancs, Alexandre de Sénarclan. Non, mais alors, introduisez correctement le débat. Il se trouve que vendredi dernier... C'était le concours d'art oratoire Monceau, effectivement, où des thématiques ont déplu à la commission d'éthique du barreau. Et l'Ordre des avocats genevois est connu pour aimer la satire, aimer l'humour, justement en organisant chaque année ce concours d'art oratoire où il y a des jeunes avocats stagiaires qui viennent débattre de thèmes farfelus. Et il y avait aussi une revue de l'Ordre des avocats avec des chansons, etc. Donc cet ordre dont je fais partie est éminemment vivant, éminemment drôle et aime la langue et aime débattre, y compris débattre de thèmes farfelus. Et là, il y a eu des thèmes qui ont choqué certains et qui ont été remis en cause. Il y a eu tout un bronca au sein de l'Ordre des avocats. Certains voulaient même interdire, venir manifester devant l'endroit où allait se passer ce concours. Et Dieu sait si ce n'est pas un milieu woke, le milieu des avocats. Non, justement. Mais c'est ça qui est un peu stressant. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est dans une société qui ne supporte plus l'humour et la satire. Parce que l'humour et la satire, ça peut blesser certaines minorités. Donc, surtout, ça peut offenser. Bon, l'humour et la satire, les thématiques, c'est pas tellement de l'humour et de la satire. Ça parlait, il y a une des thématiques qui a été beaucoup critiquée, Céline, un antisémite, on ne saurait le citer. La seule écriture qui vaille désormais est épicène. La tyrannie des minorités en tout genre exige au nom de la moraline publique que vous parliez lisse, plutôt que de parler bien. C'est pas de la satire, c'est une franche provocation. Mais juste passionnante. Ouais. C'est passionnant parce que ça évoque Céline, c'est un vieux débat, de savoir est-ce qu'on peut lire Céline au XXIe siècle. Ça évoque le langage épicène, qui est un débat de société. On peut en parler, on pourrait faire de l'humour là-dessus, non ? Moi, je pense qu'on peut faire de l'humour là-dessus. Et c'est ça qui me terrifie dans cette société, c'est que manifestement, il y a des thématiques sur lesquelles c'est trop brûlant et on pourrait éventuellement blesser quelqu'un ou malmener quelqu'un qui pourrait mal le prendre. Alors surtout, on n'en parle pas et on devient une société très très lisse et ça, je trouve ça infiniment triste. C'est vrai que ce droit à l'offense, ce droit à l'offense par rapport à Dieu, mais par rapport à tout, par rapport à l'humour, à la satire, on a vu que même des dessinateurs comme Chapat étaient aujourd'hui cancellés, alors que Dieu sait voilà, il fait en général l'unanimité. Est-ce que ça, c'est quand même pas très dangereux, Nicolas Walder? Mais je crois pas que ce soit dangereux. Déjà, moi, je vois pas. Je vois pas au niveau suisse de personnes qui cherchent à canceller. On parle pas de canceller, on parle de réaction de personnes face à un humour qu'on considère comme judicieux ou pas. Moi, je suis d'une époque où, vous savez, le même débat a eu lieu par rapport aux personnes à mobilité réduite ou handicapées, où effectivement, il y avait encore un humour très grave par rapport à ces personnes qui a commencé à devenir insupportable. Et il y a eu la même chose par rapport à des cultures étrangères ou à des religions, à d'autres religions. Il y avait encore un humour qui se permettait un peu tout. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est plus sensible et surtout, les personnes concernées donnent de la voix et se font entendre. Mais quand on parle d'une société qui fait peur, désolé, mais moi je suis gay et il y a 50 ans, enfin je ne me souviens plus, j'étais trop petit, mais il y a 40 ans, disons, je peux vous assurer que beaucoup de choses ne pouvaient pas être dites parce que ça choquait la majorité conservatrice, patriarcale de droite. Pas besoin d'aller si loin. Ouais. Oui, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Donc oui, les frontières de ce qui est politiquement correct évoluent et il faut s'en réjouir. Évidemment, si on partage que le souci de voir évoluer ces frontières,
celles et ceux qui pensent qu'il est toujours normal de considérer les femmes et les hommes comme inégaux, qui pensent qu'il est toujours normal de discuter des transgenres seuls dans son coin sans leur donner la parole, ceux qui continuent de penser que Mais on c'est peut... pas ça, en fait. Eh bien, effectivement, ils se retrouvent un peu en position de faiblesse. Et j'aimerais quand même dire que dans cette société qu'on appelle patriarcale, il y a juste un élément dont il faut avoir conscience, mais ce n'est pas nouveau de le dénoncer, c'est la place forte, centrale de l'homme blanc, cisgenre, judéo-chrétien. Et cette place centrale, c'est un peu comme le dollar sur le marché d'échange. Ils ont une place centrale et ils sont la référence. Votre pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'être la référence en matière de place dans la société, eh bien, on va comparer les femmes aux hommes, on va comparer C'est l'idée qu'il y a un les dominant, homos un aux dominé, hétéros, c'est ça. on va comparer les noirs aux blancs, mais le blanc reste, l'homme blanc reste la place centrale et a une place de fait, une place renforcée au sein de la société. Et c'est pas de le dénoncer pour dire que les hommes blancs, cisgenres, cinquantenaires comme moi doivent disparaître de la société, mais c'est de dire qu'ils prennent conscience qu'ils ont de fait un avantage, même si tous ne le vivent pas parce que des fois, ça peut être compliqué pour certains, mais ils ont un avantage par rapport à d'autres, parce qu'ils n'ont pas besoin de justifier leur existence ou de justifier leur sexualité ou de justifier leur couleur de peau. Voilà ce qui est important. Philippe Val et ensuite Laure Lugon. Que ce mouvement exprime ça au moment où justement peut-être il y a le moins de problèmes pour vivre dans la banalité sa sexualité ou sa couleur de peau. J'ai connu la France des années 50 et 60. Il y avait des formes d'humour ou même des comportements sociaux vis-à-vis des homosexuels qui étaient, à mon sens, criminels. Des blagues qui étaient inacceptables. Mais ceci est terminé. Ceci est terminé. En tous les cas, ça n'est plus protégé par l'indifférence de la loi. Les lois sont votées et les comportements ont changé. Et c'est le moment où ils ont le plus changé, où la société devient la plus tolérante, que tout d'un coup, ça sort et il y a cette espèce de théologie de l'offense. C'est hallucinant. Et vous parliez de l'humour, je pense que c'est très important. Parce que l'humour, dans notre société européenne, ça a une place très importante. C'est un petit coup de pied dans la porte qui fout un bordel dans la société, c'est sûr, mais qui permet à des tas de choses d'avancer. La littérature, la poésie, la science. On voit ça au XVIe siècle, on voit ça tous les grands siècles d'avancement. L'humour a un rôle très important d'ouverture. Et c'est un rôle scandaleux. Et ça n'est pas l'humour de blague pour se moquer des gens sur leur singularité. C'est une autre forme d'humour qui est totalement nécessaire mais qui est devenue impossible aujourd'hui. Parce que où on croit, où on a de l'humour. La croyance dans la théorie du genre, par exemple, et l'offense, toutes les offenses que ça entraîne, soi-disant, l'offense, cette susceptibilité qui est d'une manière de vivre et de se vivre comme victime, interdit l'humour. Mais l'interdiction de l'humour, c'est la fin des libertés. Parce que l'humour, ça n'est pas simplement la petite rigolade, c'est demander à la société qu'elle encaisse quelque chose qui l'a fait vivre, un vent de liberté qui l'a fait vivre. C'est du jeu. Vous savez qu'une mécanique sans jeu, ça se grippe. Il faut du jeu dans une mécanique. L'humour, c'est le jeu dans la mécanique démocratique. Et nous, on l'a vécu d'une façon tragique à Charlie Hebdo, puisque ça a été avec des gens extrémistes, bien sûr, des assassins radicalisés, etc. Mais ils ne peuvent pas supporter l'humour, un humour vraiment petite chose, juste d'un peu drôle, et même pas forcément très très drôle d'ailleurs, mais ils n'ont pas supporté, parce que l'humour, c'est ce qui les rend dingues. Mais vous ne pouvez pas accepter sans critique qu'un mouvement interdise, cancel, on peut dire, les formes d'humour. C'est insupportable, c'est la mort des libertés démocratiques, quelle que soit la forme de la démocratie. Laure Lugon, c'est un débat effectivement qui gagne aussi le journalisme, qui est très fort dans les rédactions. Ça, vous le vivez. J'ai cité Chapat. Ça venait pas de ses rédactions. Le cancel qu'il a reçu récemment. Mais vous, avec vos prises de position extrêmement affirmées, ça se passe comment au Temps ? Mais très bien, parce que Le Temps est un journal pluriel. On croit encore à la liberté d'expression, heureusement. Et à la pluralité des opinions, et donc elles s'expriment de manière tout à fait... Et on a des débats très nourris, et j'aime le débat,
parce que je veux dire, le débat, c'est la base de tout. Je voudrais pour rien au monde que M. Walder ou Mme Graff ne puissent plus s'exprimer. Par contre, j'attends qu'on me laisse m'exprimer. Donc, le temps, je peux le faire autant, et donc c'est tout à fait magnifique. Mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai que les positions sont très fortement, elles sont assez fortement représentées, parce que, surtout dans cette jeune génération, il y a ce retour d'une morale, de la doxa, et tout est vu à travers ce prisme de la morale. C'est bien ou c'est pas bien. Ça, on peut tolérer ou ça, on peut pas tolérer. Tel humour, et c'est sinistre, tel humour, il va passer la rampe ou il passe pas la rampe. Et ça, c'est juste, c'est la fin je veux dire, d'un moment historique qui a duré finalement très peu de temps et qui est circonscrit à l'Occident, il faut aussi le dire. Et on est en train de perdre ça. Moi, je pense que c'est terrifiant. Et puis, concernant ces mouvements woke, avec cette question de systématiquement de se sentir agressé et poser ça sur la place publique, on essentialise, on commence à essentialiser les gens au lieu de suivre le côté, cet universalisme que depuis la fin des années... En fait, depuis mai 68, on avait finalement réussi à laisser s'exprimer. Et là, on est dans l'essentialisation. On doit se définir comme personne souffrante parce que dans telle ou telle case. Vous voyez ? Juste ajouter quelque chose qui me semble très important, c'est que depuis entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 80-90, on s'est débarrassé de la race, on s'est débarrassé de l'essence féminine, on s'est débarrassé de l'essence homosexuelle. L'universalisme a fait le boulot, et voilà que ça revient dans les luttes. Ça revient. C'est hallucinant. C'est très troublant. Séverine Graff, donc vous réintroduisez du problème là où il n'y en avait plus. Non, mais moi j'aimerais, dans le monde du journalisme par exemple, quand on regarde un article qui est commenté en ligne, il me semble que la majorité des commentaires proviennent plutôt de gens qui sont marqués à droite que dits woke. Mais c'est vrai que la profession de journaliste et la profession d'humoriste, qui sont vraiment des professions absolument centrales dans notre société où la liberté d'expression est tellement importante et tellement précieuse, ces professions-là sont désormais sans doute un peu plus scrutées, puisque simplement les gens qui se sentent offensés peuvent réagir. Moi, je prendrais un exemple que je trouve très intéressant. C'est par exemple l'exemple de Thomas Wiesel, qui en tant qu'humoriste, qui lui aussi a eu des commentaires tout à fait désagréables sur son travail. Eh bien, il explique qu'en fait, une partie de ses commentaires, parfois, on fait bouger un petit peu ses lignes, qui s'est remis en question, notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles. Moi, on peut aussi envisager quand même ces réactions de gens. Mais ça peut être très, très violent. Quand vous avez des dizaines ou même une dizaine de messages très violents, parce qu'ils sont souvent sur les réseaux sociaux d'une violence extrême, puisque anonyme ou pas, mais c'est tout sauf agréable. On n'est pas là dans la discussion, on n'est pas là juste dans le petit comment. On est dans l'inquisition et ensuite on est dans le procès public. Mais c'est une évidence. Une religion, c'est quoi ? C'est un dogme. C'est une morale. C'est la qualifiée de religion. Moi, j'appartiens à aucune religion. Non, je me sens pas. Non, je suis désolé. Je viens de me marier. Hein. Mon mariage a été médiatisé et il y a un film qui a été mis par la RTS sur les réseaux sociaux. Il y a eu des milliers de réactions. Plus de la moitié sont des réactions négatives. Réaction de dégoût, réaction disant on ne doit pas montrer ça aux enfants, deux hommes qui s'embrassent, etc. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Donc de dire que les réseaux sociaux sont monopolisés par les woke, je ne sais pas où vous voyez ça, mais je peux vous assurer que la majorité des réactions sur les réseaux sociaux, c'est les mouvements d'extrême droite et les mouvements ultra-religieux. C'est encore ça les dogmes principaux. Ce n'est pas le wokisme. Moi, je les mets de faire passer les quelques personnes transgenres de notre société qui cherchent à tout prix à avoir une reconnaissance et avoir enfin leur place dans la société comme des menaces pour la sécurité, la liberté mondiale. Et enfin, vous avez dit... c'est bien de montrer aussi qu'effectivement, la cancel ne concerne pas que les woke, qu'elle concerne aussi les anti-woke. Hein. Et que cette censure concernait le monde occidental sur l'humour. Ben écoutez, où est-ce que vous voyez une autre société que la société occidentale où l'humour et la liberté peuvent s'exprimer dans les médias ?
Alors, justement, je la vois reculer, donc c'est ma Mais- crainte, en fait. Voilà, je mais la pour vois moi- reculer et pas à cause de Pour moi, elle ne l'extrême recule droite. pas. Oui, on a atteint un système beaucoup plus égalitaire où effectivement on est la parité l'égalité entre femmes et hommes avance. On est dans un système où effectivement les personnes qui ont une sexualité différente ou les personnes qui ont un genre ou qui vivent leur genre, leur identité de genre d'une façon différente, ont de plus en plus de place, mais on est très loin encore de l'égalité et on est encore dans une société où il y a une souffrance énorme, où il n'y a qu'à voir les taux de suicide chez les adolescents. Attendez, Attendez, pas tous en même temps. aujourd'hui, Pas tous en on même est temps. très loin Laissez de finir l'égalité. Nicolas Non, mais Valder. juste Laissez finir En Nicolas droit, Valder. non. En droit, Mais non. en Mais droit, ça non. change tout. Mais ça change tout. Mais on Après, c'est a la deux société niveaux. libre. Mais on a deux niveaux de débat. Il y a le niveau du droit, il y a le niveau politique. Et moi, par exemple, on a un ministre suisse, Uli Maurer, qui démissionne. Et quand on lui demande est-ce qu'il pourrait être remplacé par une femme, il dit par une femme, oui, mais alors pas par ça. Sous-entendant, pas par une personne dont le genre ou le sexe biologique n'est pas défini. Ça a été perçu par tout le monde, y compris tous les médias, comme une insulte. C'est des choses qu'on lit encore. Et là, on est du ressort du politique. Ce dont vous parliez, la censure dont vous parliez pour les humoristes, c'est la réaction du public. Et moi, je suis désolé, si un humoriste suscite plus de réactions courroucées que de réactions hilares face à l'effort de faire rire les gens, peut-être qu'il doit se poser des questions sur la façon qu'il a de transmettre son Personne humour. vous demande Mais de Alexandre de regarder. Senarclan, Personne ne vous demande d'aller à un Mais c'est spectacle ou de le regarder. Mais bien sûr Faut que le non. laisser vivre, cet Alexandre de humoriste. Senarclan, Je trouve que- ouais, Mais pourquoi vous me dites la vous, c'est partie pas des moi. valeurs, justement, le parti des valeurs et de la défense des libertés, la défense de ces valeurs, c'est le vôtre en somme. Hein, C'est bien mon discours aujourd'hui. Oui, mais qu'on n'entendait pas beaucoup. Vous avez laissé le champ libre à Et absolument justement pas. Je viens de rappeler que seul le PLR s'était manifesté à Genève sur les questions sur les d'université questions, pour être justement, anti-woke. de Mais la liberté. défense aussi, justement, des droits des On est tout le temps dans homosexuels. ce débat-là. On des est tout le temps droits, à revendiquer la liberté, les revendiquer dans le mariage pour tous, amis, quoi. Un petit moment à Pas du y tout, rentrer. pas du tout. Notre parti a On vous toujours entend été... pas beaucoup sur des questions de mœurs, On de société. on a toujours défendu une société libre, ouverte. Je pense que c'est vraiment un mauvais procès. Allez regarder ailleurs, mais je ne pense pas que le Parti libéral radical soit susceptible d'être critiqué sur ce point-là. Alors, il y a eu une période, Petra Gussi, mais c'est vrai que ça a été une espèce de parenthèse où, d'un coup, effectivement, le PLR suisse devenait très proactif sur la défense de valeurs, quelles qu'elles soient, enfin, je veux dire qu'il avait listé. Mais le reste du temps, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. D'ailleurs, on ne les entend pas beaucoup ailleurs, hein, les libéraux. C'est quelque chose d'assez commun dans le reste. C'est votre avis, c'est pas le mien. J'ai pris l'exemple de l'université où tous les autres partis se sont tus justement parce qu'ils craignaient ce retour d'une forme de wokisme ou de perdre peut-être, ou de contrarier à une forme d'électorat. Nous, on a été très clairs pour défendre l'essentiel, à savoir la liberté académique et la liberté d'opinion. Y compris l'interdiction de l'écriture inclusive à l'État, c'est soutenu par le PLR. Donc c'est aussi une forme de cancel culture, d'interdire une Mais forme ça, d'expression. c'est votre opinion. Non, l'écriture inclusive, c'est un débat. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient contre. Bah oui. Mais voilà, mais il y a des gens contre, il y a des gens pour, mais c'est c'est un débat d'idées, mais on peut aussi passer par des interdictions pour faire passer Mais ce vous débat. voyez le discours moralisant que vous avez. C'est parce que le PLR est pour que l'on utilise la belle langue française que l'on aime et qu'on continue à l'utiliser. Vous êtes pour interdire une forme d'expression écrite, c'est tout. Mais c'est vous qui le dites, c'est votre perception morale. Mais vous êtes pas tous dans en un même temps, jugement pas de tous en valeur même d'une temps, on police de n'entend la plus France. rien. Mais Ouais. je ne veux pas la créer. Moi, je n'ai pas demandé d'obliger à l'écriture inclusive. Je dis simplement que le PLR a demandé d'interdire cette expression au sein des services de l'État. C'est tout. Et ce mode d'expression. Et donc, c'est une interdiction, parce qu'il disait qu'il était le parti de la liberté. Ils sont pour cette interdiction. Il y a 22 ans, quand Ruth Genner a déposé à Berne... Le PLR, moi, je ne suis pas dans le débat suisse, mais autorise le français normal, au lieu de dire qu'il interdit. Voilà, Alors, c'est ça, en fait, parce que j'aimerais il qu'on est pas avance un peu encore parce qu'on passé dans- s'approche, il n'est pas passé dans le langage on courant. s'approche de la fin. Il est La pas- question, il est pas si on passé, revient c'est sur la gauche, Il a été imposé. Laure Lugon, c'est de l'efficacité aussi, ok, la défense de ces luttes, très sociétale, mais pour faire avancer quoi réellement en termes d'acquis? Par exemple, si on
parle de féminisme. Hein. Je veux dire, l'égalité salariale, elle a encore reculé en Suisse. On n'a pas plus de droits de facto qu'on en avait il y a 5-6 ans. Donc finalement, toutes ces luttes-là, aujourd'hui, concrètement, elles servent à quoi pour le citoyen ou la citoyenne lambda ? Je vous rejoins. Je trouve que les luttes sur les inégalités salariales vraiment ne vont pas assez vite. On est toujours à 19% à peu près d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Mais je pense que c'est mal connaître le système politique suisse de penser que lorsqu'on a une déception, une votation négative, pour prendre par exemple l'exemple de l'AVS 21, eh bien on ferme le rideau. Si on prend par exemple le droit de vote des femmes, la première votation à Zurich, c'est 1868. Donc c'est un siècle de veste électorale pour faire enfin aboutir le droit de vote des femmes. Donc je pense que les choses avancent, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que ça avance beaucoup plus vite lorsqu'on peut dialoguer entre le Parlement et la rue. Et je me réjouis évidemment de la prochaine grande grève féministe qui aura lieu le 14 juin 2023. Mais en quoi est-ce que le langage épicène, par exemple, Nicolas Walder, il fait justement, il réforme un peu les droits fiscaux pour les femmes, il protège davantage les homosexuels de facto. En quoi est-ce que ça fait avancer les dossiers cruciaux quand même qui vont vers l'égalité de tout un chacun dans cette société ? Non, mais l'écriture épicène, clairement, ne va pas faire avancer les dossiers les plus importants comme la lutte contre le réchauffement climatique, on est d'accord. Mais le bilan carbone, il n'est pas voilà, mais rajoute des lignes. Le langage épicène, c'est la même chose que les noms de rue. Et c'est la même chose que la féminisation des référents, par exemple, dans les manuels scolaires, etc., pour qu'il y ait plus de femmes mises en valeur. C'est que le but, c'est que les citoyens, mais aussi les jeunes, les enfants et tout, se retrouvent. C'est-à-dire que la diversité et l'inclusivité de la société leur sautent aux yeux. Et alors, on peut évidemment être triste du fait de la disparition de l'écriture historique et ancestrale et ne pas vouloir qu'on change quelque chose. Mais historique. Non, mais je pense que voilà, l'écriture a toujours évolué et il y a un besoin de visibilité. Et les femmes, oui, sont quasi absentes de beaucoup de domaines dans la société et sont absentes de la visibilité. Si on prend le nombre de statuts, combien y a-t-il d'hommes et combien y a-t-il de femmes ? Donc à partir de là, c'est aussi une façon de mettre toute la société dedans. Alors voilà, mais l'écriture inclusive n'est effectivement pas le point central d'une politique. Mais quand on nous pose la question, est-ce que ça vous dérange ou pas ? Personnellement, ça ne me dérange pas. Et ce petit effort, si ça permet à toutes les citoyennes et citoyens de se retrouver inclus dans les propos qu'on essaye de transmettre, dans ce mode de transmission, c'est un mode de transmission, ben moi je suis pour. C'est tout, je ne fais pas de la défense du français l'objectif premier de mon combat politique. Alors, il nous reste très peu de temps. J'aimerais justement qu'on soit quand même sur cette efficacité parce que la société aujourd'hui, on a l'impression, on le voit autour de cette table, c'est woke, contre anti-woke. Mais concrètement, est-ce que c'est si porteur que ça à moyen terme ? On voit qu'il y a des voies médianes. Le RN, par exemple, finalement s'occupe, même chez nous, Pierre Maudet, s'occupe davantage de la fin du mois que de la fin du monde. Et finalement, ce qui importe aux gens, notamment dans les plus basses couches de la société, c'est de savoir ce qu'ils mettront dans le frigo à la fin du mois. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose justement de crucial dont il faudrait tenir compte ? Laure Lugon, et puis je vous ferai réagir ensuite. Oui, moi j'ai l'impression alors je ne sais pas, il faudra voir dans les urnes ce qui va se passer. Mais je pense que la gauche est vraiment tiraillée entre deux ailes qu'elle a beaucoup de mal à réconcilier maintenant. C'est elle, bobo urbaine sur toutes ces questions sociétales, j'ai dit sociétales, pas sociales, et que le terrain du social, il est un petit peu, il est un peu laissé de côté, ou en tout cas mal. J'ai l'impression vous représentez plus qu'une partie des gens qui traditionnellement votaient à gauche, qui depuis belle lurette soit ont arrêté de voter ou se sont rapprochés en fait pour certains des partis de la droite radicale. Ce qui moi me fait beaucoup de soucis en fait, parce que si on prend la France et on suppose par hypothèse qu'elle est un petit laboratoire de ce qui se passe chez nous, je veux dire le destin du Parti socialiste. Je pense qu'il n'est pas souhaitable en Suisse, le français donc. Alors j'ai un peu l'impression qu'il y a cette... La grande question maintenant, c'est le destin de la NUPES, avec tous ces problèmes, et le destin de Sandrine Rousseau, qui superstar, mais super... Voilà, on n'arrive pas à réconcilier ces deux. Super ennuyé quand même ces temps. Une chose, pour illustrer ce que vous disiez, c'est que quand on parle du salaire des femmes, c'est un problème crucial dans nos sociétés.
qui n'est pas réglée. C'est une vraie bagarre qu'il faut absolument mener. Mais quand ce sont les mêmes qui prennent la parole pour le salaire des femmes et qui disent, par exemple, cet homme est enceint, par exemple, pour des conneries comme ça, enfin des choses qui sont des dénis de la biologie, ça affaiblit la lutte pour le salaire des femmes. Ça la rend ridicule. Donc il y a un vrai problème de recul de l'efficacité des luttes féministes à cause de cette radicalisation débile. Moi, cette radicalisation, C'est vrai. vraiment, sur le terrain, je ne la vois pas. Je n'aime pas cette opposition entre une gauche de terrain et une gauche dite woke. Je ne la perçois pas. Si on prend effectivement la question des retraites, par exemple, la question des retraites. Alors oui, bien sûr, on est dans des luttes féministes, mais on est quand même vraiment au cœur du social. On est au cœur de ce qui fait que les gens ne vont pas réussir à boucler leur fin de mois. Donc moi, je trouve que s'il y a effectivement un phénomène actuellement, c'est ce fait de monter en épingle des situations qui sont très différentes. On l'a vu en début de débat, où on mélange les pneus, puis Karl Vogt, et puis tout ça. Et puis, en réalité, on monte tout ça en épingle pour décrédibiliser des choses qui sont vraiment importantes. Évidemment, la question de la communauté LGBTQI+, ça reste une question vraiment importante, parce que ce sont des gens. C'est pas une carte politique qu'on peut abattre et puis poser pour se situer par rapport au wokisme, etc. C'est des gens qui souffrent. Le pourcentage de suicides chez les jeunes personnes trans, il est 10 fois supérieur aux personnes cis. Ça, c'est une réalité. Donc moi, vraiment, je crois que cette opposition gauche-terrain, gauche-woke, elle existe avant tout dans la bouche de nos détracteurs. Ok, ça sera le mot de la fin. Ouais. On va en rester là. Ça sera notre conclusion donc pour ce point sur la gauche qui se radicalise ou pas. Hein. La gauche qui tourne de plus en plus ou pas autour du débat woke. Elle n'est pas la seule, on l'a vu. Hein. Le monde entier tourne autour de cette question aujourd'hui, y compris Vladimir Poutine dans la guerre qu'il mène à l'Occident. Et donc, on vous remercie de nous avoir suivis. On remercie tous nos invités ce soir. Mercredi prochain, émission spéciale pour parler de Vladimir Poutine. Justement, notamment, nous recevrons ici sur ce plateau un homme qu'il a rencontré à plusieurs reprises, un homme qui a eu 5 ans durant le doigt sur le bouton rouge à la tête d'une des seules puissances nucléaires européennes. Cet homme, c'est François Hollande, ancien président de la République française, et il sera en exclusivité ici sur ce plateau du Point. Notre invité pour évoquer la situation extraordinairement inquiétante dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, nous, Européens et Suisses, face à la Russie. Notamment, ce sera mercredi prochain à 20h dans Le Point. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une très bonne soirée à toutes et tous.